Ohio la famille, comment ça va? Moi ça va super, écoutez, je suis content des threads que je vais vous raconter aujourd'hui. Je pense que vous allez kiffer. On a un moyen, un court et un très long. Les trois avec des mécaniques vraiment différentes. Donc posez-vous dans le noir et profitez bien des frissons que je vais vous fournir. Comme une livraison, comme ça hop 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 ça arrive, hop, frisson. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, ici on raconte des threads d'horreur, des crimes, des enquêtes, on visite aussi des lieux hantés et abandonnés et tout ce qui touche à l'horreur. Donc si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton en bas à droite de la vidéo et tu seras pas déçu. Et moi, si vous êtes prêts, je vous laisse venir avec moi pour les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. Cette première histoire, c'est celle de Julia. Il y a quelques années, quand elle habitait encore en Normandie, elle vivait dans un appartement qui était au premier étage, dans un immeuble de 2 étages, et un seul appartement par étage. Ça fait beaucoup le mot étage, mais vous avez compris. L'appartement du dessus était régulièrement reloué. Une année, une jeune femme très sympa a occupé l'appartement. Pas du tout bruyante ni dérangeante, et plutôt ouverte à la conversation quand elle se croisait, ce qui était plutôt plaisant et changeait des précédents locataires. On a compris, t'es tombé sur des cons avant. Bon, une très bonne locatrice au-dessus de toi, qu'est-ce qui peut bien se passer? Mais une nuit, elle a entendu du bruit dans son appartement, comme si des meubles étaient déplacés. Pas dans le sien, mais dans celui de sa voisine. Hein. Elle a trouvé ça étrange au beau milieu de la nuit, mais bon, les bruits se sont vite arrêtés, donc elle n'y a pas prêté plus attention. Mais ça a recommencé les nuits qui ont suivi. C'était toujours sur une très courte période de quelques minutes, mais ça devenait dérangeant. Puis une nuit, elle a entendu les bruits à nouveau, mais un nouveau bruit s'est fait entendre. Le bruit de quelque chose qui tomberait lourdement au sol. Ça fait beaucoup le mot bruit encore. Mais bon, c'est des bruits, hein, je sais pas comment le dire. Elle a eu un peu peur sur le moment car elle savait à cette époque que parfois sa voisine se disputait avec son copain quand il venait la voir et elle a tout de suite imaginé le pire. Elle a attendu un instant de se réveiller et aussi de voir si les bruits recommençaient. Et ils ont recommencé. Des bruits de trucs lourds qu'on déplace et des gros bruits de chute. Elle a donc décidé de monter voir ce qui se passait. Elle a tapé à la porte et demandé s'il fallait de l'aide, mais elle n'a eu que le silence pour réponse. Elle a tapé à nouveau, mais toujours sans résultat. Elle est repartie en disant que si sa voisine avait besoin d'aide ou de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite pas. Puis elle est redescendue chez elle pour se coucher. La nuit passe et le lendemain, rebelote. Elle monte à nouveau, mais pareil, le silence pour seule réponse. Les jours qui suivent sont plutôt calmes, mais en la croisant, elle lui parle de ce qu'elle entend la nuit et sa réponse l'a pas mal étonnée car elle n'avait pas l'air de savoir de quoi elle parlait et son expression lui avait semblé très sincère. Dubitatif, elle s'est dit qu'elle attendrait la nuit suivante pour enregistrer les bruits s'ils recommençaient. Et ils ont finalement repris quelques nuits plus tard. Très fort cette fois. Plus bruyant encore que les fois précédentes. Elle a donc tout enregistré pour lui faire écouter plus tard. Mais dans la même nuit, elle a entendu les escaliers du couloir du bâtiment craquer. Les escaliers pour accéder à son appartement étaient au-dessus de sa chambre et c'était des vieux escaliers en bois. Le pas était rapide, puis elle a entendu marcher sur le gravier de la cour intérieure de l'immeuble. Elle s'est alors avancée à sa fenêtre et a vu la voisine en pyjama se diriger vers la sortie de la cour, au beau milieu de la nuit. Elle est possédée, ça y est. Un peu effrayée, elle est descendue voir si tout allait bien pour elle. Une fois dehors, elle l'a retrouvée devant le portail de la résidence, face à la route, et dos à elle, immobile. Elle lui a demandé si tout allait bien, mais elle n'a eu aucune réponse. Elle s'est approchée et a posé sa main sur son épaule. Sa voisine s'est donc retournée très lentement et a regardé dans sa direction, comme si elle regardait dans le vide, et elle est restée figée un moment. Elle a eu un peu peur sur le moment parce qu'elle s'est dit qu'est-ce que c'est là, elle est possédée ou quoi? Mais elle a très vite reconnu les symptômes du somnambulisme. Son père l'était, elle était donc habituée à ça. Coup de chance parce que moi je tombe sur elle dehors, je lui mets une patate. Hein. Je me dis The Grudge, je sais pas, l'exorciste, bim! Ah, il faut réagir direct, hein, c'est comme ça qu'on survit frérot, désolé. Dès lors, elle l'a laissée tranquille mais est restée dehors pour être sûre qu'elle n'aille pas sur la route. Après quelques minutes, elle est retournée se coucher. Elle n'était cependant pas totalement tranquille, même en sachant que c'était du somnambulisme, car son regard était vraiment étrange et c'était assez effrayant. Surtout comment elle s'est retournée en mode film d'horreur. Je vous aurais dit patate, hein, tant pis. Hein. Le lendemain, elle a décidé de lui en parler, sa voisine s'est excusée, et Julia lui a dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Le somnambulisme, ça ne se contrôle pas. Mais enfin, elle avait le fin mot de l'histoire. Les bruits qu'elle entendait venant de chez elle étaient certainement dus à ses crises de somnambulisme. Ça a duré encore un moment, puis ça s'est calmé quand elle a retrouvé un travail. Elle imagine que le chômage avait dû la perturber. Puis, plus tard dans l'année, elle a déménagé, et il ne s'est plus jamais rien passé à l'étage du dessus. Voilà, un thread d'horreur assez léger, cela dit, somnambulisme, possession. Je sais pas, pour ma chaîne horreur, je dirais possession. La personne qui est moi-même, je dirais somnambulisme. Voilà, c'était juste du somnambulisme, voilà.
On passe maintenant à la prochaine histoire, c'est celle de Aiko, un garçon japonais et qui a déménagé en France depuis déjà plusieurs années. Il raconte cette histoire surtout pour se soulager personnellement, car cette anecdote le hante encore un peu. Il est donc un garçon japonais et il a un peu plus de 20 ans. Et cette histoire s'est passée il y a quelques temps. Il précise que depuis qu'il est en France, il a toujours été assez sexualisé, de par ses origines. Les gens plus vieux lui posaient beaucoup de questions intimes et les gens de son âge criaient « Yamete kudasai » quand il passait à côté. Super drôle. C'est raciste en fait, bande de bâtards. Bon après j'ai bien fait le Yamete kudasai quand même. Vous tous en pensez quoi Yamete kudasai Pardon. Oh là là, ça va pas du tout cette chaîne, hein, ça va pas du tout. On sait plus où on est là. C'est du thread d'horreur ou c'est un porno japonais quoi. Je suis fatigué de moi-même. Quelqu'un veut bien prendre ma place? Parce que j'en ai marre de moi-même. Non? Ok, comprends. Il nous explique qu'il est petit en taille et plutôt mignon. Dans le sens mignon comme un hamster, pas vraiment mignon dans le sens attirant. Ouais, c'est comme ça qu'il le décrit, hein, c'est pas moi. Hein. Et il a l'air d'être beaucoup plus jeune que son âge. On lui donne souvent 13-14 ans. Il aime donc sortir le soir et dans les bars, c'est toujours les vieux hommes, 50-70 ans, un peu creepy qui l'abordent. Le truc, c'est qu'il ne sait pas vraiment comment s'imposer. À l'époque, il vivait en campagne où il y avait seulement peu de bus qui passaient. À la dernière station, il devait marcher encore 30 minutes le temps d'arriver chez lui, sur un chemin éclairé avec peu de lampadaires et tout autour des champs d'agriculture avec un peu de forêt. Et une nuit, un gars de 50 ans environ qui était dans le même bar que lui est descendu au même arrêt. Il précise quand même qu'ils ne s'étaient jamais parlé. Alors que Aiko commence à marcher, l'homme marche derrière lui. Ils étaient tous les deux seuls dans la rue. Puis il se rapproche de lui et demande s'il a un briquet. Aiko répond que non et ils poursuivent leur conversation. Il explique qu'il était plutôt sympa. Et il précise que dans le village où il vivait, tout le monde était sociable et se connaissait. Alors même s'il ne le reconnaissait pas, c'était possible qu'il se soit fréquenté de vue ou qu'il se soit déjà vu. Sauf que sans prévenir, l'homme a commencé à mettre sa main sur son épaule. Aiko l'a retiré et l'homme lui a demandé s'il voulait venir chez lui. Il a répondu que non et qu'il avait 15 ans, qui était faux mais crédible. Et l'autre lui a alors dit « Oh, dans ce cas, je vais te montrer quelque chose que tu ne dois pas connaître. » Mon Dieu, la phrase du gros dégueulasse. Oh, c'est dur, c'est dur. C'est dur à lire, hein, franchement, c'est dur. Il lui a dit, tu vas découvrir quelque chose que tu ne connais pas. Genre, il s'est pas dit, il a 15 piges. Non, il s'est dit, il a 15 piges, je vais lui montrer quelque chose qu'il connaît pas. Putain, mais c'est quel genre de gars, ça? Bref, il a refusé et il a accéléré le pas pour le dépasser et il lui a fait signe qu'il voulait courter la conversation. Cependant, il le voyait s'approcher de plus en plus de lui. Et du coup, petit à petit, Aiko s'est mis à trotter, puis à courir. Et finalement, Aiko s'est retrouvé à sprinter et l'autre qui le poursuivait en courant. Il a couru à travers champs car il n'était pas éclairé et a tracé vers la forêt. Il s'est alors caché dans la forêt et il entendait encore ses pas dans le champ. Ça le stressait et le terrifiait. Il est resté dans la forêt caché pendant plusieurs heures, de minuit à 2 h du matin, il pense. Il était terrorisé. Il entendait tous les bruits de la forêt. Il pensait à chaque fois que c'était cet homme. Finalement, il est rentré chez lui en longeant les champs. Il pensait ne pas réussir à s'endormir, puis il avait tellement peur que l'homme ait pu le suivre chez lui. Finalement, c'était l'inverse. Il a dormi pendant plus de 12 heures. Le lendemain, pour se rendre en ville, il a pris le même bus, car il ne possède pas de voiture. Le problème, et il espère que ce qu'il dit ne sera pas interprété comme raciste, et il demande d'avance qu'on le pardonne, mais il a encore du mal à différencier les visages occidentaux, surtout lorsque les personnes ont un certain âge. Ah bah oui, c'est raciste, super, bravo l'intégration. Hein. Nous, on vous différencie très bien les Asiatiques. Hein. Quand on vous voit, moi, quand j'en vois dans la rue, je saurais les différencier. C'est pas vrai. On se fait la même réflexion en fait, nous. Voilà. C'est marrant en fait, je me dis, au final, nous on se fait la même réflexion en se disant ah, les Asiatiques ils se ressemblent tous, et vous, vous dites les Occidentaux ils se ressemblent tous. C'est ouf quand même parce que, genre, j'ai pas l'impression qu'on se ressemble tous. Et du coup, c'était vraiment un truc, genre, dans notre tête, une habitude quoi. C'est un truc de baiser. Je trouve ça ouf. Vous avez pas appris un truc de ouf là? Moi si, content. C'est sacrément con. Ouais. C'est pour ça que vous m'aimez, hein? Non? Ok. Bref, je rigole, calmez-vous, hein. Tout ça, c'était pas du racisme ni pour lui, ni pour moi. Voilà, je dis juste la vérité. Donc, il avait l'impression de le voir partout, et il est encore à ce jour terrorisé. Même s'il a déménagé pour d'autres raisons, mais ça a tout de même contribué. Voilà, il espère simplement ne jamais le revoir. Et j'espère que tu le reverras jamais non plus, ce mec avec sa phrase vraiment de dégueulasse. Putain, il y a vraiment des mecs de 50-70 piges, genre c'est des darons, genre c'est mon père, qui lâche des dingueries comme ça. Mais, je sais pas. Bref, on passe à la prochaine. Cette prochaine histoire, c'est celle de Sandra, et elle ne sait pas exactement pourquoi elle nous raconte cette histoire maintenant. Elle en a peut-être encore besoin car elle ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Il y a 1 an et demi, elle faisait son stage de M1 dans une ville du nord de la France. Bien qu'elle avait fait ses études dans cette ville cette année-là, le Covid et tout ce qui va avec ne lui avait pas permis de vraiment se faire des amis ou de découvrir les environs. Cependant, pendant son stage, elle a eu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, notamment un gars
avec qui elle a commencé une relation. Ce qu'elle va nous raconter, du coup, se passe au mois de juillet. C'était le début de l'été. Mais ce qui la tracassait le plus, c'était surtout sa soutenance de stage. Elle explique qu'elle est d'un naturel très anxieux, et cela se décuple avec les oraux. Elle a tendance à faire des crises de panique avant, alors vous vous doutez bien que le week-end avant sa soutenance, qui était un lundi matin, elle n'avait pas du tout dormi. Elle avait toujours fonctionné de cette façon avec les partiels, elle ne tenait que par le stress et le sucre. Dès qu'elle en arrêtait un de ces deux, elle s'effondrait. Par chance, tout s'était bien passé et elle devait passer la soirée avec son copain de l'époque. Elle était aux anges, mais avec le stress redescendu, elle commençait à ressentir les effets de la fatigue. Une petite ellipse du coup jusqu'au soir où elle est avec son copain, elle le rejoint et ils passent la fin de l'après-midi ensemble. Lui reçoit un appel vers 20h, s'excuse puis va dans sa chambre. Et il revient livide, en pleurs, et lui dit qu'ils doivent rompre. Pour le coup, elle ne comprend pas, elle essaie d'avoir des explications et il craque et lui annonce qu'il a une copine depuis des années et qu'il la trompe avec elle. Voilà, bon bah c'est ciao, hein, y a pas besoin de pleurer, pas besoin d'être triste, c'est un grand culé, voilà. Bye bye. Pour elle, sur le coup, c'est une véritable, déjà, histoire d'horreur. Et c'est pas juste ça qui va se passer, hein, je vous rassure, c'est bien pire. Et pour bien vous remettre dans le contexte et récapituler, elle n'a donc pas dormi depuis plus de 72 heures, elle n'a pas mangé depuis 48 heures, elle est en manque de sucre et la personne qu'elle aimait de tout son cœur lui annonce qu'il était en couple et qu'il allait la rejoindre. Voilà. Ça n'a pas la bonne ambiance, hein. Elle commence alors à se sentir faible, elle explose en pleurs, elle ne comprend pas, la scène semble surréaliste, mais il la presse de sortir de chez lui pour qu'il prenne sa voiture et qu'il s'en aille. Elle se retrouve donc vers 20h30, un soir d'été, en pleurs, effondrée dans la rue, devant l'appartement de ce qui est maintenant son ex, épuisée physiquement par la fatigue et psychologiquement par l'annonce. Elle reste comme ça pendant environ 30 minutes, incapable de bouger. Elle essaie de se raisonner, mais son cerveau en est incapable. Et puis, quelqu'un en BMW s'arrête à son niveau. Il faisait une tête de plus qu'elle et il lui demande si elle a besoin d'aide. Elle répond par la négative, il s'approche d'elle, lui prend la main et lui pose des questions assez banales comme son prénom, son âge, etc. Il se présente, il s'appelle Alex et il vient d'Arménie. Il est là pour les vacances. Et puis, il commence à lui poser des questions sur la raison de son état. Elle lui explique vaguement qu'elle vient de rompre et lui dit qu'il va casser la gueule au mec. Elle n'est pas capable de répondre. Elle a juste envie de partir car elle sent que quelque chose d'étrange est en train d'arriver. Mais elle a du mal à se raisonner, elle est toute embrumée. Elle se relève quelques minutes plus tard et essaie de partir. Il lui propose alors de la raccompagner en voiture, ce qu'elle refuse. Elle commence à partir alors, mais il la rattrape par la main. Elle le secoue pour se libérer et continue d'avancer, mais il la rattrape et la suit à nouveau. Elle a de plus en plus peur et elle se demande si c'est juste son état de fatigue. Non, c'est pas juste son état de fatigue, là il y a un problème. Elle se demande aussi si c'est le fait que le soleil commence à sombrer progressivement ou est-ce que c'est parce que l'individu la suit? Elle est vraiment perdue. Et puis, sans trop qu'elle sache comment, il lui reprend la main et elle lui demande d'arrêter. Mais il continue avec des paroles mielleuses. Elle a déjà eu le droit en tant que femme dans la rue à des phrases de drague, des comportements déplacés, mais là, ça dépasse ce qu'elle avait vécu par le passé. Elle se sent de plus en plus faible et bientôt, elle n'arrive plus à lutter, ni contre lui, ni contre son état. Elle sait qu'à tout moment, elle peut s'écrouler. Comme dit précédemment, elle n'a aucun vrai contact dans la ville, personne qu'elle peut appeler pour l'aider. Il recommence à lui parler, lui propose qu'ils aillent manger ensemble, qu'il lui offrira ce qu'elle veut, etc. Elle refuse à nouveau, elle lance des regards à droite et à gauche, des appels à l'aide aux passants, mais rien, personne ne bouge. Bravo, bravo, bravo. Je le dirai jamais assez, mais bravo. Hein. Voilà, je peux pas dire autre chose. Hein. Les passants, bougez votre putain de cul en fait. Juste un truc, il faut une personne. Juste une personne qui se bouge et tout le monde se bougera. C'est l'effet mouton, c'est comme ça, mais il faut un berger, s'il vous plaît. Faites quelque chose, surtout quand une fille a besoin d'aide. Ou n'importe qui, on s'en fout, une fille ou n'importe qui. Et putain, ça me rend fou. Ça me rend fou. Il la prend alors dans ses bras et commence à caresser son corps. Elle veut le repousser mais elle est faible et comme il le lui fait si bien comprendre, il va à la salle et surtout, il était connu dans toute la ville pour être quelqu'un de violent et qu'au besoin il pouvait casser la gueule de celui qui l'avait fait pleurer. Elle est alors totalement terrifiée et elle se laisse plus ou moins faire. Au même moment, elle se rend compte de la situation pour les gens autour. Elle se dit qu'elle est une gamine d'une petite vingtaine d'années, en pleurs, en jupe d'été, dans les bras d'un mec de 40 ans qui n'a aucun lien physique avec elle. Elle sait ce qu'il pense. Je vous la fais courte, ils doivent penser que c'est une prostituée, voilà, pour un mec de 40 piges, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris, ceux du fond, voilà, je suis là, vous inquiétez pas, je vous explique toujours tout, moi je suis là. Il lui propose alors de l'accompagner en voiture une nouvelle fois. Elle refuse encore et encore, mais cette fois, il lui tient fermement le poignet. Elle veut courir, s'enfuir, mais elle en est incapable. Elle sent sa tête tourner, et elle sent qu'il lui reste peu de temps à tenir. Elle lui demande de la laisser tranquille une dernière fois, mais elle sent qu'elle va craquer, elle est terrifiée. Vous savez quand votre mère vous dit de ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu? Écoutez-la. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est maintenant 21h37 lors de cette histoire et ça fait 1 heure qu'elle lutte dans la rue. C'est long, très long. Et son corps a atteint sa limite. Elle accepte donc de monter dans sa voiture. À vrai dire, elle explique que ce n'est pas vraiment un oui. Elle a juste peur de s'évanouir ici et qui sait ce qu'il lui ferait. Elle a à peine le temps de s'attacher qu'il démarre sans lui demander son adresse. Il lui dit juste une phrase: tu peux appeler les flics si ça te rassure.
Ça peut paraître étrange, mais ce fut la phrase qui lui fit vraiment comprendre que quelque chose n'allait pas. Qui conseille ça? Et surtout pour leur dire quoi? Qu'elle a accepté de monter dans la voiture d'un inconnu? Elle pense, et elle en est même sûre avec le recul, que ce n'était qu'une technique pour la mettre en confiance, car il savait qu'elle ne les appellerait pas. Elle voit la voiture rouler encore et encore, de plus en plus vite, au-delà de la recommandation dans la ville, et ils arrivent au niveau de la gare. Une voiture de sport s'arrête à leur niveau, au feu. Elle essaie de sortir à ce moment-là, mais la porte est fermée. Un jeune, sensiblement de son âge, est au volant. Il parle par vite interposé avec des signes. Elle ne comprend rien, si ce n'est qu'Alex la désigne et dit juste « on voit ça plus tard » en baissant sa vitre. C'est les seules paroles de la discussion qu'elle a pu comprendre et percevoir. La voiture accélère de nouveau et reprend son chemin vers la sortie de la ville. Elle voit le panneau se rapprocher encore et encore. Il continue de lui proposer d'aller manger, boire un coup et de lui acheter ce qu'elle veut. Et ensuite, il lui propose même de quitter son job et lui dit qu'il lui en trouvera un. Oui, non, mais carrément. Bon, allez, on y va, hein, c'est pas grave. Moi, je viens de te rencontrer dans la rue. Je t'invite à manger, je t'achète ce que tu veux. Allez, au fait, quitte ton job et moi, je t'en trouve un. Ouais. On connaît le job que tu vas lui faire faire. Hein. Elle va vraiment finir sur le trottoir et là, il y aura plus de doute pour les passants. Elle sera vraiment ce que les gens pensent d'elle. Pardon, je suis parti en couille. Et après qu'il lui ait proposé un job et qu'il lui a dit de quitter le sien, elle sent la main d'Alex sur sa cuisse qui remonte sa jupe. Elle a peur. Elle est totalement terrifiée, elle décale ses jambes, essaie plusieurs fois de lui indiquer la route, mais rien. Il ne l'écoute pas, et il insiste pour qu'ils mangent ensemble. Elle refuse encore une énième fois, et il lui tend alors une boîte de chewing-gum, qu'elle refuse. Mais à ce moment-là, il insiste encore et se montre cette fois violent, et la force à en prendre un. Elle a peur. Mais sans doute encore une fois, par la fatigue entière qu'elle ressent, elle accepte. Elle prend le chewing-gum et il vérifie qu'elle le met bien en bouche et tourne la tête seulement à ce moment-là. Elle se dit sans doute la seule phrase cohérente depuis le début de la soirée. Quoi qu'il arrive, tu ne croques pas, qu'importe ce qui se passe. Tu ne mâches pas et à la moindre occasion, tu le jettes. Ça devait faire maintenant 10 minutes qu'elle était en voiture. Elle se souvient d'une fonctionnalité sur les téléphones, le SOS. Mais elle sait que personne dans cette fichue liste de SOS, sa sœur ou ses parents, ne pourrait lui venir en aide. Mais lui ne le savait pas. Elle presse alors le bouton d'urgence plusieurs fois et elle voit le numéro de sa sœur, le numéro du SAMU et de la police qui s'affiche. Elle relève les yeux et lui fixe son téléphone. Il l'a vu. Elle redemande lentement de prendre la route à gauche pour aller chez elle et il tourne. Miracle. Elle ne sait pas trop pourquoi il a tourné, mais en tout cas pour l'instant il l'a fait. Elle lui montre alors le chemin depuis Maps. Il suit la bonne direction, le virage d'après, puis accélère de nouveau dans une autre direction, lui disant qu'ils allaient manger ensemble juste à côté. Elle represse le bouton d'urgence et lui dit de suivre ses indications. Elle hurle qu'elle veut juste rentrer chez elle. Et lui l'écoute. Cependant, elle refuse de lui donner son adresse exacte. Elle veut juste être déposée à la fois assez près pour courir au besoin et assez loin pour ne pas qu'il voie la direction de sa résidence. Après 15 minutes, ils arrivent donc dans une rue passante, non loin de chez elle. Elle lui demande de s'arrêter et il obtempère. Elle s'apprête à sortir mais la porte est toujours verrouillée. Elle se retourne vers lui et il lui demande d'échanger leur numéro. Elle veut juste sortir. Alors elle accepte en disant qu'elle n'enverra juste pas de SMS pour qu'il ne connaisse pas son numéro. Mais lui la force à l'appeler. Elle le fait évidemment à contre-cœur, vu qu'elle est coincée là. Il lui dit que c'est dommage car il avait le job parfait pour elle et bien payé pour un travail qui fournit du plaisir. On l'avait deviné depuis le début. Il appuie sur le bouton pour déverrouiller la porte. Elle se retourne et s'apprête à s'élancer quand il dépose sur sa tête une casquette BMW avec de grosses traces de sueur sur le tissu. Et il lui dit « Ce sera pour le souvenir de ma charmante compagnie. » Elle s'en fiche. Sur le moment, elle veut juste sortir et elle se sauve. Elle tourne dans la rue, s'assure qu'il ne soit pas là et s'engouffre dans l'immeuble. Elle crache le chewing-gum, ressort du bâtiment où elle s'était réfugiée et rentre chez elle. Arrivée dans son lit, elle s'écroule une nouvelle fois en pleurs. Et elle tombe de fatigue quelques minutes après. Elle a eu peur, certes, qu'il se passe quelque chose, mais quelques semaines après, elle a encore plus de questions. De 1, il l'a appelé plusieurs jours de suite, plusieurs fois, et il lui a envoyé même des SMS. Et elle a vu sa voiture rôder dans les alentours pendant plusieurs semaines. Que lui veut-il? 2, son numéro de téléphone à lui ne correspond d'après l'annuaire en ligne ni au nom qu'il lui a donné, ni au lieu de résidence. Il est environ à 4 heures de route. 3, elle a découvert que quelques mois plus tard, un réseau de proxénétisme tenu par des Arméniens a été démantelé dans cette ville. Et 4, même si elle a bloqué son numéro, Snapchat lui propose de le rajouter en ami. Son pseudo est femme-du-bas XXXXXXX. Les X remplacent la suite du pseudo pour éviter qu'on puisse le retrouver évidemment. Elle ne sait pas quel était son but. Était-il vraiment juste gentil et peut-être le décalage culturel le rendait étrange? Mais avec les caresses un peu trop intimes, elle refuse de croire que c'était juste de la gentillesse. Et en effet, moi aussi je refuse d'y croire. Mais aussi, pourquoi l'avait-il forcé à manger un chewing-gum? Que lui voulait-il réellement? Waouh, le truc de fou. À mon avis, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est sortie d'un sacré pétrin. Et oui, j'utilise le mot pétrin, j'ai 90 ans. Y'a quoi? Oh, la dernière histoire était vraiment horrible. Sandra, tu as eu de la chance de t'en sortir, vraiment. Courage à toi. Et vous, vous avez préféré quelle histoire? Dites-le moi en commentaire. Et puis abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive dès le 1er décembre et jusqu'au 25 décembre. Et oui, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous en doutez. Mais cette année, on va step up un peu sur le contenu et les surprises. Pour les autres,
Abonnez-vous vraiment pour ne rien manquer, vous ne serez pas déçus. Et sur ce la famille, moi je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou. Peace.